Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cet atelier consacré aux enjeux écologiques du numérique. Quand on parle de ce sujet, on a tout de suite en tête le côté sombre de cette histoire. Un smartphone, ce sont des quantités minimes de métaux rares extraits du sous-sol, d'accord, mais quand on les multiplie par 5 milliards d'unités, ça commence à avoir un certain impact sur l'environnement, surtout quand on sait que ces produits électroniques sont peu recyclés, sont peu collectés en fin de vie. Et si on regarde du côté des consommations énergétiques, on estime que le numérique, c'est environ 10% de la consommation d'électricité dans le monde et c'est en plein boom. Et comme cette électricité est largement issue de sources fossiles, le numérique, c'est pas loin de 4% des émissions mondiales de CO2, presque autant que l'aviation. Bref, le numérique, ça a une face assez sombre, mais ça a aussi une face claire. Le numérique, c'est peut-être aussi un outil pour faciliter la transition écologique. Et notre atelier en visioconférence le montre bien. Même si ça aurait été plus sympa de se retrouver tous ensemble à Dijon, on émet moins de CO2 que si on avait tous pris des véhicules thermiques et pas encore électriques pour nous retrouver. Alors, comment réduire cette face sombre et cette face claire? Est-ce que c'est aussi clair que ça? Pour en discuter, nous avons avec nous Éric Vidalinck. Éric fait un petit signe, économiste à l'ADEME, où il est chargé de prospective. Il a publié l'an dernier un excellent ouvrage sur ce sujet qui s'intitule Pour une écologie numérique aux éditions Les Petits Matins. Nous avons également avec nous Carl Pinault, membre du collectif Les Designers Éthiques, qui promeut la conception de services numériques responsables et durables. Et je me présente aussi, Antoine de Ravignan, journaliste environnement à Alternative économique, et donc j'aurai le plaisir d'animer notre atelier. Nous avons environ 1h15 devant nous. J'ai demandé à Éric de dresser un petit état des lieux de l'empreinte écologique du net et de nous dire ce que serait un numérique écologique. Et j'ai demandé à Carl de nous donner un éclairage concret à partir de son travail, comment on peut améliorer le design des objets numériques pour réduire leur empreinte environnementale. Voilà, ils prendront chacun la parole quelques minutes, après quoi ils pourront répondre à vos questions, interpellations, et que je vous invite à rédiger dans l'onglet questions qui se trouve à droite dans le panneau latéral. Voilà, vous pouvez également voter pour une question si vous avez la même question qu'un autre participant. Vous avez également dans le panneau latéral un onglet sondage et je vous invite dès à présent à donner votre avis sur les propositions que vous y trouverez. Cela permettra peut-être de faire émerger des points de consensus ou de dissensus et de nourrir nos échanges. Voilà, donc pardon d'avoir été un peu long et je donne tout de suite la parole à Éric. Merci Antoine. Bonjour à tous. Bienvenue ce matin avec nous. Alors, je vais vous dresser rapidement le constat et parler de quelques propositions que je développe dans mon ouvrage pour une écologie numérique. Auparavant, je vais quand même dire d'où je parle dans mon ouvrage, où j'ai choisi de me situer. On a de manière un peu caricaturale deux grandes tendances qu'on pourrait qualifier d'un côté des technophiles, qui pensent en gros qu'il y a un certain déterminisme technique, que la technique est la réponse à tous nos problèmes, et qui pourrait être incarnée par exemple, Jeremy Rifkin, par de troisième révolution industrielle, et qui dit, en interconnectant tous les objets, en interconnectant l'Internet des objets, en optimisant l'ensemble de nos systèmes énergétiques, de mobilité, nos bâtiments, on va résoudre les questions écologiques qui sont les nôtres. Donc voilà, il suffirait de s'inscrire ou d'accepter ce déterminisme technologique et les choses se régleraient par elles-mêmes. Et de l'autre côté, on a un courant qu'on pourrait qualifier de technocritique, incarné par différentes personnes, mais par exemple Philippe Biwix qui a écrit L'âge des low-tech, ou des économistes comme Éloi Laurent par exemple, qui sont dans des positions assez radicales. Éloi Laurent par exemple avait écrit une tribune en disant il faut qu'on se passe du numérique parce que le numérique nous détourne des enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui, les enjeux sociaux et environnementaux. Et moi, ma position, c'est d'essayer de tenir une ligne de crête entre ces deux positions que je caricature évidemment un peu. Hein. Dans ces deux positions, il y a des choses intéressantes à aller chercher. Mais le positionnement est là où j'essaie de me tenir
dans mon propos et dans mon ouvrage, c'est entre ces deux positions, et donc essayer, comme Antoine l'a dit, d'objectiver quel est l'impact environnemental du numérique, et pourquoi tout ça n'est pas dématérialisé, et pourquoi tout ça n'est pas neutre d'un point de vue environnemental, et en même temps de regarder tout ce que le numérique nous permet de changer et pourrait permettre. Donc, quelque part, les promesses. Et il me semble important de regarder les deux faces de la pièce, parce que sinon, c'est un constat que partiel et qui risque de pas forcément beaucoup nous aider dans le moment dans lequel on est. Parce que je pense qu'il n'y a pas de déterminisme technique. Toutes les questions techniques sont politiques, même si elles ne sont pas assumées comme telles. Et je pense qu'il est trop tard pour se passer du numérique. On aurait pu faire cette proposition, à mon sens, il y a quelques années, mais je fais souvent des analogies avec le monde de la mobilité ou de la voiture. Je pense qu'on ne peut pas se passer du numérique aujourd'hui parce qu'on a créé une telle dépendance. Les chercheurs parlent, par exemple, de dépendance de sentier, c'est-à-dire que tout notre environnement est numérisé aujourd'hui. Essayez d'acheter un billet de train en allant en gare, vous allez comprendre que c'est plus là qu'on achète des billets de train, c'est sur des applications ou des téléphones. Donc, on a détruit les alternatives physiques. Et donc dire demain, par exemple, on supprime c'est un exemple caricatural, mais pour illustrer mon propos, on supprime les modes d'acquisition de billets numériques, que ce soit des applications ou les sites internet. Bon, voilà, on n'a pas d'alternative physique pour aller acheter nos billets de train dans des gares. Outre le fait que c'est pratique à plusieurs égards d'acheter à distance son billet de train. Donc voilà, je pense qu'on ne peut pas se passer de numérique, comme on ne peut pas dire il faut se passer de voiture aujourd'hui. On a aménagé notre territoire depuis 70 ans autour de la voiture, autour de la mobilité individuelle via la voiture. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas imaginer à long terme des sociétés beaucoup moins dépendantes de la voiture. Ça ne veut pas dire qu'il faut sortir la voiture des centres-villes, mais ça veut dire qu'il faut penser cette temporalité et la dépendance dans laquelle on est. Donc voilà, une fois ce petit propos liminaire fait, mais je pense que c'est important de dire d'où je parle et un petit peu où je me situe sur une cartographie d'auteurs. Quel est l'impact du numérique aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on en sait? On a plutôt une bonne image macro. Le numérique, c'est entre 3 et 4% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, à peu près 10% de la consommation d'électricité, à l'échelle mondiale et à l'échelle française. À l'échelle française, c'est peut-être un petit peu moins, on est plutôt sur moins de 40 TWh d'électricité, sur plus de 400 TWh d'électricité qui sont consommés. Donc c'est un petit peu moins, mais vous voyez, on a quand même des homothéties et selon les échelles, ces ordres de grandeur restent là. Et cette consommation, elle se répartit en 3 grandes catégories. Les terminaux, l'ordinateur sur lequel vous êtes, ou les smartphones. Donc, c'est ça, les terminaux, et ça va être de plus en plus les objets connectés, l'Internet des objets. Ensuite, les réseaux, c'est tout ce qui relie ces objets avec les serveurs ou les data centers. On est à peu près sur un tiers, un tiers, un tiers. Vous avez un très bon article sur le journal du CNRS, qui est le grand gâchis énergétique, je vous mettrai le lien après, qui reprend un petit peu ces ordres de grandeur-là. Et c'est un premier élément d'explication pour dire pourquoi, en fait, c'est pas simple de se pencher sur l'impact environnemental du numérique, parce que c'est décomposé sur des choses assez différentes. Je vous fais une analogie avec la mobilité. Parler de l'impact de la voiture, c'est facile parce que 90% de l'impact de la voiture, c'est le pétrole qu'on brûle pour se déplacer. Donc, vous voyez, on sait sur quoi il faut agir. Là, ne serait-ce que de ce que je vous ai dit là sur le numérique, vous voyez que déjà, c'est plus décomposé et on n'a pas encore suffisamment posé le sujet. Et là, je vous ai parlé surtout des impacts liés à l'usage, quand je vous parle de conso d'électricité. Mais quand on fait des analyses de cycle de vie, ce dont on se rend compte, c'est que les impacts principaux sont liés à la fabrication du matériel. Je vais vous projeter un petit graphique pour illustrer ça. Donc, normalement, hop, voilà, vous l'avez ici. Alors, ce graphique, il n'est pas forcément lisible à l'échelle qui est projetée, mais ce qu'il vous faut retenir, en gros, c'est que la partie bleue, c'est la partie fabrication des équipements. Et sur ce graphique, en fait, ce qui est projeté, chaque barre, la première barre, par exemple, c'est télévision, la deuxième, ordinateur portable, la troisième, ordinateur fixe.
quatrième écran, ensuite tablette, smartphone, on a un modem, décodeur, etc. Donc, qu'est-ce qui est intéressant à retenir? C'est que la partie bleue, la partie fabrication, est toujours la partie dominante dans l'impact. Ici, c'est en termes d'équivalent gaz à effet de serre que l'impact est qualifié. Et donc, ça veut dire qu'il ne suffit pas de se concentrer sur l'usage et de tout renvoyer sur, en gros, les épaules du consommateur pour lui dire, et en fait, moduler vos usages, consommer moins de bande passante, etc. Non, l'enjeu majeur, ça va être comment on garde mieux nos équipements plus longtemps, comment on les répare, comment on leur donne une seconde vie. Il y a des marchés sur le textile, par exemple, qui explosent sur les vêtements de seconde main. Sur le numérique, ça commence à émerger avec du reconditionnement. Il y a des entreprises en France, notamment, qui reconditionnent. On a des grandes enseignes qui vendent des produits reconditionnés, garantis, etc. Et du coup, ça va vraiment être un enjeu central parce que l'impact, il est dans la fabrication et que du coup, il faut utiliser et amortir cet impact sur une durée la plus longue possible. Et troisième élément qui fait que c'est pas simple de parler d'un impact du coup sur un usage particulier, c'est que vous voyez, en fait, tous ces équipements, ils sont jamais utilisés tout seuls. En fait, un écran, on l'utilise pas tout seul. Un écran, on l'utilise avec une box, on l'utilise avec un modem, on l'utilise avec un data center. Et du coup, c'est tout ça qu'il faut recomposer pour, au final, être capable de dire, l'impact de mon service, c'est 1 kg équivalent CO2 ou c'est 10 kg équivalent CO2. Et dernier élément sur la partie impact, pour dresser un peu le constat de départ, on a des ordres de grandeur qui sont significativement différents. Quand on regarde ce que l'ARCEP nous dit, par exemple, sur les réseaux, donc l'ARCEP, c'est le régulateur en France des télécoms, entre la fibre et la 4G, pour 1 gigaoctet de données, on a à peu près 10 fois moins d'énergie, d'électricité qui va être utilisée. Donc, vous voyez en fait que selon que vous regardez une vidéo en 4G dans le train ou que vous téléchargez un film la nuit pour la regarder ensuite sur votre ordinateur ou sur un écran de 2 mètres de large, on a vite des impacts qui sont significativement différents et que c'est quasiment impossible de répondre de manière définitive. Oui, il faut faire ça, c'est beaucoup mieux que ça, parce qu'en fait, les conditions de mise en œuvre peuvent être tellement différentes et selon les pays, les mix électriques sont tellement différents que tout ça fait que parler d'un impact micro, d'un usage précisément, c'est beaucoup plus compliqué que de parler d'un impact d'1 kilomètre fait en voiture. Donc, pour terminer sur cette partie impact, on a plutôt une bonne image macro de l'impact du numérique. On commence à savoir ce que tout ça, toute cette infrastructure et cet écosystème pèsent. Par contre, pour parler d'un usage très précis à un moment donné dans un lieu donné, répondre de manière évidente, simple et définitive, c'est quasiment infaisable. Et donc, il y a un gros travail là-dessus sur cette mise en visibilité, parce que c'est ce qui compte pour que les citoyens et les consommateurs puissent se saisir de ces sujets. Il faut vraiment penser ça, comment on amène à donner une information complète et compréhensible aux utilisateurs finaux. Merci, Eric. Peut-être comment du coup, ça c'est la question que je voudrais poser à Karl, comment on peut agir sur le design des objets pour réduire leur empreinte, puisque effectivement, bon, tu as expliqué que tout était extrêmement décomposé dans plein de secteurs. Tu as expliqué que beaucoup se jouait en amont, donc dans la conception des produits. Je pensais aussi bien dans le hard que dans le soft. Peut-être, Karl, tu peux peut-être nous dire un peu quels sont les leviers de ce côté-là? Oui, tout à fait. Alors, pour faire un petit peu comme Eric et me présenter, me situer un petit peu au départ, pardon. En fait, donc moi, je représente une association qui s'appelle donc les designers éthiques, qui se définit comme étant une association de recherche-action en fait sur les questions de la responsabilité dans le domaine du numérique et de la conception. Et donc, en fait, nous, notre objet principal, plutôt notre cible principale, ce sont en fait les professionnels du numérique. Donc, en fait, nous, on s'intéresse principalement à comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les professionnels de la conception numérique aient des moyens, des méthodes, des clés pour aller vers
pour influencer les pratiques de conception au sein des entreprises, la plupart du temps, dans lesquelles ils travaillent. Et donc, du coup, ça veut dire qu'on travaille à la fois sur des questions de recherche qui sont notamment les domaines de la captologie ou les domaines du design systémique. Je vais un petit peu revenir sur la captologie parce que justement, ça a un impact un peu sur les questions environnementales. Et puis après, on travaille sur des actions qui découlent de ces recherches et qui visent justement à toucher les professionnels du numérique. Et ça, c'est notamment un événement qu'on organise qui s'appelle Ethics by Design. Et donc, si aujourd'hui je suis là pour vous parler, c'est qu'on s'intéresse aussi évidemment à cette question de l'éco-responsabilité du numérique. J'utilise volontairement un terme qui est aussi un petit peu vaste pour commencer, parce qu'en fait, éco-responsabilité, dans notre définition, ça regroupe aussi bien tout ce qui est dans la conception du numérique, tout ce qui est dans la conception du numérique, en fait, va avoir un impact aussi bien direct que indirect, notamment sur l'empreinte carbone du numérique. Et donc finalement, alors à notre niveau dans l'association, on va relativement peu travailler sur les questions de hardware, de technique, du réseau, notamment Internet, de ce que tu parlais, Eric, c'est-à-dire qu'on va pas forcément travailler sur les enjeux de conception de terminaux, on va pas travailler sur les enjeux de réseau non plus. Donc par exemple, il y a des projets qui sont super intéressants de ce point de vue-là. Je vous invite vraiment, si vous ne connaissez pas, mais j'imagine que pas mal d'entre vous ont déjà entendu parler de ce projet-là, à aller voir notamment Fairphone du côté des terminaux, qui se pose vraiment des questions sur comment est-ce qu'on peut faire des terminaux qui soient plus durables dans le temps, parce que précisément, on va mieux penser la conception du terminal pour qu'il soit démontable, pour qu'on puisse changer des pièces. Et puis en plus, et c'est ça qui est super intéressant avec l'initiative de Fairphone, c'est qu'il y a toute une réflexion sur la provenance des matériaux, sur le fait non pas de produire eux-mêmes un téléphone qui soit éco-responsable, mais plutôt d'avoir une mise de dévoiler la façon dont la chaîne de production mondiale des téléphones fonctionne, de la chaîne de production mondiale des smartphones fonctionne, et donc comment est-ce qu'on peut faire en sorte, notamment, que les grands acteurs de la production smartphone en viennent à produire des smartphones qui soient plus responsables, à la fois sur le plan écologique, mais aussi sur le plan social. Et donc ça, c'est super intéressant. Ce qui est hyper intéressant, c'est que d'ailleurs Fairphone a été fondé par des designers et pas par des ingénieurs, ce qui aussi peut en dire pas mal sur ces questions-là. Donc voilà, nous on n'est pas forcément trop sur cette partie hardware, même s'il y a pas mal de sujets qu'on partage avec Fairphone, notamment sur les questions de software, de comment est-ce qu'on va faire le lien entre l'outil, le téléphone, et puis de l'autre côté, les logiciels qui vont être installés dessus. On n'est pas forcément non plus trop dans une démarche low-tech qui viserait en fait à l'inverse de la high-tech, à utiliser des systèmes de seconde main pour produire des systèmes techniques. Donc là, je pense notamment à un projet que je voulais vous montrer qui s'appelle le site web du Low-Tech Magazine, que peut-être certains d'entre vous ont déjà visité. Alors, je voulais vous partager mon écran et naviguer dessus, sauf que le site web est actuellement hors ligne, et c'est justement tout son intérêt de ce site. C'est que, en fait, c'est pas un site classique que vous trouvez sur un serveur chez un très grand hébergeur comme Amazon. C'est un site qui est hébergé sur une petite carte Arduino qui se trouve branchée à une batterie de voiture et à un panneau solaire, et tout ça, c'est dans la cuisine du développeur à Barcelone. Et donc, de fait, quand il n'y a plus de soleil, eh bien, le site s'éteint et donc le site devient hors ligne. Et donc là, en ce moment, il est hors ligne, visiblement. Et donc ça permet aussi de ramener cette matérialité du numérique. Et alors, moi, ce que je voulais vous montrer, donc je vais vous partager mon écran pour vous montrer une Karl, il faudrait mettre le lien de ce site dans le chat pour le public. Ouais. Voilà. Alors comme ça, on y aura tous accès. Merci. Hop, le site est ici. Et donc, pour vous partager une capture d'écran, peut-être qu'il marchera chez vous, mais en tout cas, moi, c'est clair que ça n'a pas marché. Alors, partager l'écran en entier. Hop. Non, il n'a pas l'air de marcher pour le moment. Ouais, il n'a pas l'air de marcher. Mais des fois, il y a un peu de batterie. Il y a le solaire, il y a une batterie. C'est que la batterie doit être vide aussi, je crois. Ouais, exactement. Ouais, la batterie doit être vide. Et donc, du coup, quand on affiche ce site, ce qui est très, très intéressant, c'est qu'il y a toute une démarche graphique aussi qui a été mise en place, toute une démarche d'interface pour ramener la matérialité du numérique. Et donc, en fait, c'est une capture d'écran de la page d'accueil que vous voyez, que j'ai trouvé sur Courante. Et en fait, ce que vous voyez, c'est que le fond du site est... Enfin, la
couleur de fond, c'est orange. Et en fait, c'est La réception est très mauvaise, Karl. Est-ce que tu pourrais couper la vidéo peut-être? Tendance à baisser plus la batterie se vide. Et donc, en fait, vous voyez que là, il y a un petit pourcent qui est marqué. Alors, c'est très difficile à distinguer. Je suis désolé, j'ai pas trouvé. J'étais un peu pris de court par le fait que le site soit hors ligne. C'est la première fois que ça m'arrive personnellement. Et donc, du coup, hop. Ouais, je vais couper ma caméra. Désolé. Bon, je crois qu'on a perdu Karl pour quelques instants. Écoutez, en attendant, on va peut-être, Eric, tu peux répondre à une question qui vient d'être posée dans l'onglet questions. Quel est le rythme de progression actuel de l'empreinte énergétique du numérique? Est-ce que tu as un éclairage là-dessus? Alors, ça dépend de quelle partie on parle. En gros, est-ce qu'on parle de la partie plutôt réseau, plutôt data center ou plutôt terminaux? Ce qui est le plus dynamique en termes de croissance, c'est les data centers aujourd'hui. Le marché des terminaux, par exemple, il est plutôt à maturité. Tu évoquais tout à l'heure plusieurs milliards. Une fois qu'on a tous un smartphone, c'est un peu comme la voiture. On peut en avoir un deuxième, notamment pour des raisons professionnelles. Mais globalement, on a plutôt les gens qui ont envie d'avoir un smartphone avec 2 SIM plutôt qu'avoir 2 smartphones dans la poche. Donc, le marché des smartphones, il est plutôt arrivé à maturité. Là où il y a un enjeu, c'est plutôt sur les data centers. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'on a des croissances exponentielles sur les données. Il y a un rapport de l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, récent, qui objective bien ça à l'échelle mondiale. On a une croissance exponentielle qui double tous les 3-4 ans. Non, c'est même plutôt 2-3 ans. Par contre, on a plutôt une stabilité de la consommation. Donc, c'est-à-dire que pour le moment, les data centers sont de plus en plus efficaces, mais on consomme tellement de plus en plus de données que la consommation est stable. Comme je l'ai dit néanmoins en introduction, ça c'est que la partie émergée de l'iceberg. Le vrai souci, c'est toute la composante recyclage et fin de vie des équipements. Comment on fait? Parce que les data centers ne sont pas utilisés plus de 10 ans. On est autour de 7-8 ans aujourd'hui. Donc, comment on refroidit mieux ces data centers? Comment on les utilise mieux? C'est un des sujets. On peut utiliser la chaleur sur des réseaux de chaleur pour chauffer des piscines, comme c'est fait à certains endroits. Mais surtout, qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'ils ont plus de 10 ans? Comment on les prolonge? Et le cas échéant, comment on les recycle? Aujourd'hui, on a des taux de recyclage qui sont globalement assez catastrophiques sur les déchets électroniques et électroménagers. En Europe, on est plutôt dans c'est combien à peu près? C'est combien à peu près? On est à peu près à 50%. Sur l'ensemble des déchets, ce qu'on appelle les D3E, hein. Si on regarde les smartphones, on est plutôt entre 10 et 15% en France. Donc, ça, c'est les niveaux de collecte, pardon. C'est pas les niveaux de recyclage. Donc, vous voyez qu'on est très, très loin d'une quelconque économie circulaire sur le numérique. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Pour des raisons économiques, pour des raisons culturelles, c'est-à-dire qu'on a du mal à se séparer de son smartphone, on préfère le garder au cas où, le laisser au fond d'un tiroir, il y a des photos dessus, il y a plein de choses. Et puis, il y a des questions très techniques. Un smartphone, vous avez à peu près 60 composants différents dedans. Vous comprenez bien que c'est plus difficile à recycler qu'une bouteille de lait. D'un côté, vous avez le monomatériau ou la canette d'aluminium. La canette d'aluminium, c'est l'objet idéal à recycler. Et pourtant, on ne recycle pas à 100%, on ne collecte pas à 100%. Donc, d'un côté, vous avez ça qui est l'archétype du produit recyclable. Et de l'autre côté, vous avez le smartphone qui est l'archétype du produit extrêmement complexe à recycler parce que vous avez 60 composants différents dedans et que tout ça, ça implique forcément des pertes de certains matériaux et que quand on regarde au final le recyclage de certains composants, on arrive à moins de 1%, par exemple. Dans mon ouvrage, je cite plusieurs éléments que vous retrouvez dans un smartphone.
Et du coup, même pour d'autres, on arrive à quelques 30%, mais vous voyez qu'au bout de 2-3 cycles, ça veut dire qu'on a des pertes telles à chaque étape chaque cycle de recyclage, qu'en fait, on peut absolument pas parler de circularité. Donc, il y a un enjeu considérable à améliorer ça, mais à agir en amont, c'est-à-dire comment, avant de jeter et de poser la question du recyclage, on utilise mieux et plus longtemps. Alors justement, il y a Guillaume Bourda pose là-dessus une question que je trouve très intéressante, c'est sur la question de la durée de vie des objets. Il la pose à travers la question de l'obsolescence programmée, qui est un aspect du sujet. Est-ce qu'il y a un délit d'obsolescence programmée? Est-ce qu'il y a des lanceurs d'alerte chez les ingénieurs R&D? Nous demande Guillaume Bourda. Peut-être, Karl, tu voudrais répondre sur cette question des lanceurs d'alerte, c'est sur l'obsolescence programmée, puis Eric, peut-être après. Vous m'entendez du coup? Ouais, très bien. Ah, super. Ouais, bah, tout à fait. En fait, bah, sur la question de l'obsolescence programmée, ce qui est intéressant, c'est de surtout voir qu'il n'y a pas forcément qu'une seule forme d'obsolescence programmée et qu'en réalité, c'est notamment l'association HOP, Alta l'obsolescence programmée, qui a fait beaucoup de travaux sur la question et qui définit que, bah, mine de rien, il y a une obsolescence qui peut être matérielle. Et donc, effectivement, là, c'est souvent l'exemple qu'on donne des imprimantes qui, enfin, non, c'est pas forcément justement une obsolescence matérielle, mais en tout cas des batteries d'iPod qui étaient prévues pour durer un certain temps. Après, on peut avoir une obsolescence qui va être logicielle, donc le fait que les logiciels soient de plus en plus gros et consommateurs de données ou qui viennent bloquer les composantes techniques du système technique sur lequel on est. Et puis on va avoir d'autres formes ensuite d'obsolescence. Donc en fait, c'est très compliqué justement de qualifier l'obsolescence et de prouver l'obsolescence d'un système technique, tant il peut y avoir de biais par lesquels elle arrive. Donc il me semble qu'effectivement, il y a bien un délit d'obsolescence programmée qui a été mis en œuvre, mais que justement, comme c'est extrêmement compliqué à mesurer et à prouver, et bien en réalité, ça débouche sur relativement peu de sanctions, puisque la plupart du temps, quand on parle d'obsolescence, ben, on va surtout parler du fait que votre téléphone soit très lent, parce que en fait, les logiciels sont de plus en plus gros et votre téléphone n'est pas calibré pour les supporter, et c'est pour ça que vous allez en changer, ou même d'obsolescence en termes d'effet de mode. Et donc du coup, du fait que si sur votre smartphone, si vous avez, je sais pas, un adolescent chez vous qui souhaite y installer Snapchat et que en fait votre smartphone ne peut pas être mis et plus à jour et ne peut pas installer Snapchat, eh bien un effet de mode qui fait que votre adolescent ne va pas vouloir s'en servir et donc va vouloir changer de smartphone. Donc en fait, c'est pas forcément qu'une question de R&D, et c'est ça le gros problème, j'ai l'impression, de l'obsolescence, c'est que c'est aussi beaucoup des effets de mode et d'usage, et que ça, c'est très compliqué de le qualifier. Et après, est-ce qu'il y a des lanceurs d'alerte chez les ingénieurs R&D? Alors moi, sur les ingénieurs, j'en connais pas forcément, mais effectivement, chez les designers, il y a pas mal de designers qui commencent à pointer du doigt le fait qu'il y ait soit une consommation, enfin, soit des rajouts de fonctionnalités qui sont loin d'être nécessaires et qui donc vont induire des consommations supplémentaires de données. Mais après, ça débouche pas forcément sur grand-chose. Je pense qu'il y a une certaine forme d'impuissance des professionnels du numérique à ce niveau-là qui savent pas trop vers qui se tourner pour faire avancer ces questions-là. Toujours sur les questions de l'amont, on a cette question sur l'épuisement des minerais nécessaires à la fabrication de batteries. Nous demande Romance Ferret. Comment rendre est-ce qu'il y a un vrai problème de ressources, de métaux rares, de terres rares d'approvisionnement en ce type de matériaux ou pas, et comment rendre le numérique indépendant de ses ressources? Est-ce qu'on peut s'en passer? Oui, non. Ou est-ce qu'on peut produire ces ressources de manière sans impacter l'environnement? Qui veut répondre? Je peux attaquer. Ouais. Alors, on est sur un sujet qui, en termes sémantiques, est déjà pas évident et assez mal abordé aujourd'hui. Les terres rares, et c'est pas la faute forcément
des citoyens ou des journalistes ou des vulgarisateurs, mais on parle de terres rares alors que ces terres ne sont pas rares physiquement. Souvent, ça induit dans l'esprit de ceux qui emploient cette terminologie le fait qu'on va manquer de ces métaux. En fait, ce dont on s'aperçoit aujourd'hui quand on conduit des travaux prospectifs sur soit les technologies renouvelables qui, pour certaines, en ont besoin, par exemple l'éolien offshore a besoin de dysprosium, ce qui n'est pas le néodyme, ce qui n'est pas le cas de l'éolien terrestre. En fait, on a des besoins qui peuvent fortement augmenter, donc poussés par le numérique et par les nouvelles technologies vertes. Mais on a aussi, par exemple, le néodyme ou l'indium qui peuvent être utilisés dans les écrans, qui vont être utilisés dans les voitures thermiques. Donc en fait, on a des usages qui sont multiples et c'est pas que le numérique au sens où on y pense spontanément, c'est-à-dire au smartphone, c'est-à-dire que c'est dans plein de produits de notre société. Là où il y a un enjeu, c'est que la substituabilité, elle est loin d'être évidente. Donc c'est vraiment des ressources abiotiques non renouvelables. Donc sur ces ressources-là, la question du recyclage peut se poser, mais ce qui est probablement plus important à retenir et à utiliser comme terme, c'est la criticité. Et la criticité, en fait, c'est une terminologie qui prend à la fois des questions de rareté, de concentration géopolitique et économique. Donc, le fait que, par exemple, les terres rares sont, pour la plupart, à 98% issues de la Chine, pose des questions de criticité. Mais ce n'est pas forcément des questions de rareté en valeur absolue. Et c'est aussi des questions d'impact environnementaux liées à la production, mais généralement, les mines ne sont pas forcément des mines qu'on exploite que pour ça. C'est-à-dire que ça va être des coproduits ou des sous-produits d'autres minerais. Et quand on mène donc des travaux larges, on voit qu'on a des enjeux qui sont probablement plus importants sur des métaux comme le cuivre, qui sont très communs en fait et qui sont utilisés dans toutes nos applications électriques, que ce soit les réseaux, les voitures, enfin tous les moteurs électriques, plutôt que sur certaines terres rares qui induisent un peu une certaine confusion. Donc pour résumer là-dessus, on a plus des enjeux de criticité qui se posent selon les zones du monde. Et on a de toute façon une difficulté de recyclage intrinsèque parce qu'on les emploie dans des produits qui sont extrêmement complexes et qui ont une multitude de matériaux qui ne facilitent pas le recyclage. Merci beaucoup, Eric. Si on se situe en aval, il y a une question de Christophe Desgris que je relève. Il nous demande, est-ce que au-delà des questions de fabrication et de recyclage, le problème n'est-il pas surtout celui des usages induits, effectivement, musique disponible à l'infini, vidéo disponible à l'infini. Est-ce qu'il faut, quelque part, contraindre l'offre c'est d'ailleurs une question qui est dans le sondage. Est-ce qu'il faut limiter, je sais pas, apparemment les vidéos c'est l'essentiel de la bande passante. Est-ce qu'il faut restreindre certains usages, introduire de la taxation pour les éditeurs de sites s'ils ont des sites trop gourmands, etc. Enfin, est-ce qu'il faut agir de ce côté-là et comment? Karl, vous avez des idées sur la question? C'est une question qui est hyper intéressante et qui pourrait susciter des débats à l'infini. Effectivement, il y a la question déjà, comme vous le disiez Antoine à l'instant, de est-ce qu'il faut que les éditeurs de sites ou les éditeurs de contenu limitent les contenus qui vont être disponibles pour limiter l'impact écologique, environnemental de ces contenus. Alors ça, c'est une vraie question. Je ne sais pas si c'est le meilleur angle d'attaque sur cette question-là, notamment parce que en réalité, en tout cas, les très gros hébergeurs aujourd'hui, qui sont souvent des GAFAM, mais pas que, vont faire des efforts souvent assez énormes pour justement avoir un impact environnemental, en tout cas un taux d'émission carbone de leur système d'hébergement qui soit relativement restreint
restreint parce que fondamentalement, de leur côté, ça a des conséquences économiques qui sont assez immédiates, au sens où leur facture d'électricité va baisser substantiellement s'ils font des efforts à ce niveau-là. Mais après, effectivement, il y a la question de la disponibilité de cette offre numérique aux utilisateurs et du fait que, effectivement, nous, utilisateurs, on a de moins en moins de friction dans l'usage de ces contenus numériques, dans la consommation de ces contenus numériques, et que donc, on se sent de moins en moins contraint et restreint à les utiliser. Et donc, c'est peut-être là où il faut travailler, c'est-à-dire qu'il faut probablement ramener justement cette friction dans la consommation des contenus du numérique. Et cette friction, comment est-ce qu'on peut la ramener? Déjà, là, le site du Lotech Lab était un bon exemple. Voilà, le site tombe en panne au bout d'un moment, enfin quand il n'y a plus d'énergie. Donc ça veut dire qu'on se rappelle que en fait il y a bien une infrastructure derrière et que cette infrastructure n'est pas infaillible. Et puis ensuite, c'est précisément venir peut-être poser des limites à la consommation de certains contenus en toutes circonstances. Et il y a un exemple qui était donné par Frédéric Bordage, qui est un grand expert de ces questions-là, qui m'avait particulièrement frappé. C'était celui de dire que quand il travaillait sur ces questions-là il y a un an, il était dans le train un jour et il voyait un jeune homme en train de regarder un film en HD sur TF1 dans le train, dans le TGV à 300 km/h et se posait la question donc de est-ce que c'est pertinent de regarder un film en streaming dans un train à 300 km/h, au sens de est-ce qu'on peut pas ramener un peu plus de simplicité dans les usages, mais ça sous-entend d'expliquer aux utilisateurs précisément quelles sont les conséquences de leur propre usage du numérique. Et donc là, il y a pas mal de projets qui voient le jour, mine de rien, pour avoir cette concrétisation de l'impact du numérique dans la consommation de chacun. Je crois qu'il y a un projet de loi qui viserait à ce que sur nos factures mensuelles de téléphonie ou de factures Internet, on ait le nombre de données qu'on a consommées qui soient affichées, mais c'est pas forcément très très parlant de faire ça. Et donc je pense qu'il y a un petit plugin qui est assez intéressant à installer sur son navigateur qui s'appelle Carbonalizer, qui avait été développé dans le cadre du Shift Project par quelques personnes qui sont sensibilisées à ces questions-là. Et donc, justement, ce petit plugin, en fait, il va mesurer la consommation de données que l'on fait. Il va nous donner l'équivalent de cette consommation en équivalent de kilomètres parcourus en voiture ou de téléphone rechargé. Et c'est ça qui est intéressant. Ouais. On pourra avoir le lien vers le petit plugin dans le chat. Mais du coup, bon, c'est très bien de connaître sa consommation. Mais est-ce qu'il ne faut pas aller un peu plus loin? Est-ce qu'il ne faut pas imaginer une taxe au-delà d'un certain volume d'octets? On paye un peu plus cher. Je ne sais pas. Est-ce que c'est des réflexions qui vont dans ce sens-là? Alors, Karl, tu voulais poursuivre ou... Vas-y. Sur ces questions, un point que je pose dans mon ouvrage, c'est l'imaginaire dans lequel on se trouve dans le numérique. On reste encore dans l'imaginaire de l'illimité, de l'infini et du dématérialisé. Alors que dans l'imaginaire de la transition énergétique et écologique, on a commencé à intégrer ces questions de limites. Il y a des publications scientifiques depuis une dizaine d'années qui posent des limites écologiques qu'on est en train de franchir, comme celle des gaz à effet de serre, par exemple, ou celle de mise en danger de la biodiversité. Donc, on a deux imaginaires qui sont totalement opposés. Et ce que Karl disait précédemment l'illustrait. Donc, comment on fait pour réintégrer cette question des limites, en gros, dans l'univers du numérique? La question très concrète que tu poses, Antoine, est-ce qu'on peut imaginer une taxation ou au-delà? Ça fait partie des choses qui ont été évoquées il y a quelque temps. Le sujet commence à se politiser. Pour moi, c'est plutôt un bon signe, c'est-à-dire qu'on sort du débat d'experts et on commence à s'en saisir comme un sujet de société. Des sénateurs proposaient de taxer au-delà d'un certain niveau de données ou d'interdire les forfaits illimités. Parce qu'effectivement, quel est le sens de dire aux gens de parler de sobriété numérique et de continuer à vendre des forfaits de 50 gigas, de 100 gigas, des forfaits illimités où en fait, on rend plus que le problème de la donnée, comme je disais, on rend obsolètes les équipements qu'on a parce qu'ils ne sont pas capables d'absorber ces flux de vidéos, de jeux vidéo, d'applications extrêmement gourmandes.
Alors, est-ce qu'on peut parler de réintroduire de la friction, comme Karl l'évoquait? Je ne sais pas. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut rendre visible l'invisible, que cette dématérialisation fictive du numérique, il faut sortir de ça et rendre tout ça visible pour le consommateur final. Est-ce que c'est via une taxe? Il y a quelques années, sur l'énergie, on parlait de tarification progressive. L'idée, par exemple, c'était de dire vos 3000 premiers kilowattheures à la maison, ils sont à prix coûtant. Parce que c'est des services de base. C'est le frigo, c'est la cuisine, c'est la radio, la télé. Il y a un débat à avoir sur qu'est-ce que c'est les services de base. Mais ensuite, au-delà de 3000 et 5000, ça reste du confort. Donc, c'est un petit peu plus cher. Et par contre, par exemple, au-delà de 10 000 kWh par an, c'est du superflu. Par exemple, ça va être chauffer une piscine extérieure. Bon, voilà, certains vont considérer que c'est pas du superflu, mais c'est des questions de société. Mais ce débat, il n'a pas été, c'était au début du quinquennat de François Hollande, de mémoire, il n'a pas été conduit à terme, mais il montre qu'en fait, on se posait des questions. Et sur le numérique, on pourrait avoir un peu les mêmes questions. Dire les premiers gigaoctets dans notre monde aujourd'hui, ils sont indispensables. On en a besoin, je disais tout à l'heure, pour acheter des billets de train. On a besoin d'avoir accès à des applications et des services numériques pour ça. Par contre, au-delà d'un certain niveau, on peut imaginer des formes de régulation plus fortes. Je pense que c'est le cas. Et pour revenir au tout début de la question, est-ce qu'il ne faut pas contraindre, ou à la question qu'on a dans le sondage, est-ce qu'il ne faut pas contraindre les éditeurs de sites internet ou d'applications à faire plus? Je pense qu'on peut faire plus. Si on pense aux réseaux sociaux, par exemple, tous les réseaux sociaux ont développé des applications en mode light ou en mode écran sombre. Pourquoi en fait c'est pas ça la norme? C'est-à-dire par définition, on vend des services numériques qui sont puissance maximale. C'est un peu, je refais une analogie avec le monde de l'automobile, c'est un peu comme si la voiture qui sort du garage, elle était faite forcément pour rouler à 200 km/h. C'est un peu le cas, mais on commence à se poser des questions, à dire en fait, est-ce qu'il ne faut pas brider les voitures neuves? Quel sens ça a d'avoir des voitures qui peuvent toutes rouler à 200 km/h, ou quasiment, alors que la limitation maximale, c'est 130. Là, sur le numérique, c'est un peu la même chose. Quel sens ça a d'avoir des applications qui sont extrêmement gourmandes, qui lancent les vidéos automatiquement? Quand vous scrollez sur votre Twitter, ou votre Facebook ou votre Insta, vous avez des applications qui lancent automatiquement la vidéo. Pourquoi? Vous pouvez le désactiver, ça, et dire je ne veux pas télécharger les images si je ne le demande pas. Je ne veux pas lancer les vidéos si je ne le demande pas. Donc, on voit qu'il y a déjà dans l'ergonomie, la configuration, le design de ces applications, plein de choses qui peuvent être faites, mais pour le moment, elles sont plutôt optionnelles. On se pose la question de savoir s'il faudrait que ça devienne la norme. Et ça, c'est pas que des questions techniques et d'ingénieurs. C'est des questions qui sont fondamentalement politiques. Et la question, c'est où est-ce qu'on a ces débats-là? Aujourd'hui, on commence à les avoir dans quelques cercles, en discuter comme ce matin, mais c'est pas encore des sujets vraiment politiques. Mais c'est aussi une question économique, mine de rien, parce que tu parlais notamment du fait que les vidéos se lancent toutes seules, l'autoplay, ce genre de choses, et effectivement toutes les fonctionnalités qu'on va trouver sur les systèmes techniques. Et en fait, tu parlais aussi de l'exemple des médias sociaux. Si on prend Facebook, le fait que Facebook lance automatiquement les vidéos, c'est aussi pour faire en sorte que les gens restent plus longtemps sur la plateforme, ce qui va dans le modèle de Facebook, c'est-à-dire d'être dans une économie de l'attention. Et donc, du coup, c'est cette question aussi de l'impact environnemental des services numériques, elle est difficilement posable, je pense, sans se poser la question précisément du business model de la plupart de ces boîtes. Et effectivement, je suis complètement d'accord avec toi quand tu dis que les sociétés font souvent un maxima, qu'on va activer toutes les notifications de l'utilisateur dès le début, qu'on va faire en sorte que toutes les fonctionnalités soient activées, souvent parce qu'en fait, on est dans une économie, une économie de l'attention en ce qui concerne un bon nombre de services numériques gratuits qu'on utilise au quotidien. Et que en fait ces services pour eux le fait qu'on les utilise est relativement vital, et donc ils mettent en œuvre toutes les accroches possibles et inimaginables pour aller chercher les utilisateurs et les faire revenir sur le service quand ils sont partis. Deux petites questions techniques. Télécharger de Thierry Fardet, télécharger 1 giga de fichier ou regarder 1 giga de vidéo, est-ce que ça a le même impact ou non? Et quelle est l'empreinte carbone de notre réunion en visio?
Ça, c'est aussi une question intéressante, sachant que notre électricité est largement issue du nucléaire. Elle ne doit pas être énorme, mais qui sait. Et ça, c'est juste 2 points techniques, si Carl ou Eric, vous voulez répondre. Et une question aussi sur la régulation, toujours, de la consommation sur les lieux de travail que nous posait Nathalie Persson. Est-ce que vous, dans vos environnements de travail, Eric à l'ADEME ou Carl dans votre collectif, vous avez mis en place des mesures pour limiter les emails ou voilà, est-ce qu'il y a des régulations possibles au niveau sur les lieux de travail? Et est-ce qu'il y a des choses qui commencent à être envisagées au niveau par le législateur? Voilà, donc les 2 petites questions techniques et après la question sur la régulation au travail. Alors, les questions techniques, ça en faisait beaucoup, du coup, j'ai pas noté. Oui, alors, est-ce que télécharger un giga de fichiers ou regarder regarder un giga de vidéo, c'est équivalent? Alors, comme je le disais rapidement en introduction, sans préciser les conditions de téléchargement et ensuite d'utilisation de ces gigas de données, c'est quasiment impossible de répondre. Je vous redis pourquoi. Est-ce que ces téléchargements, vous les faites en 4G ou en fibre? L'ARCEP nous dit aujourd'hui, mais c'est des choses qui sont controversées. On lance un gros projet à l'ADEME pour qualifier ces différents services numériques. L'ARCEP nous dit, en 4G, vous consommez 10 fois plus d'électricité qu'en fibre. Et avec un réseau cuivre, réseau téléphonique traditionnel, c'est 3-4 fois moins. Donc vous voyez, là, on ne parle pas de plus ou moins 10%. On parle d'ordre de grandeur. Consommez 10 fois plus en 4G qu'en fibre. Donc, votre gigaoctet, comment vous l'avez téléchargé? Ensuite, est-ce que vous le téléchargez? Est-ce que vous faites du streaming à 8 heures du soir, l'hiver, à un moment extrêmement tendu sur le réseau électrique, où notre électricité nucléaire ne suffit pas, et donc on fait appel à des moyens de pointe, notamment de charbon, et notamment des imports étrangers, pour répondre à cette demande électrique? Ou bien est-ce que vous le faites au milieu de la nuit, à un moment où la demande a rebaissé, ou dans un épisode très venteux, où vous avez un mix qui est quasiment totalement décarboné entre nucléaire, hydroélectricité et éolien? Là aussi, je vous redonne les chiffres. Enfin, je ne les avais pas donnés, donc je vous donne, pardon. Le mix moyen français, c'est 60 grammes de CO2 par kilowattheure. Le mix moyen européen, c'est 400 grammes. Et une centrale à charbon, c'est 900 grammes par kilowattheure. Donc, vous voyez, là aussi, on change d'ordre de grandeur. Donc, quand vous mettez tout ça en place, vous voyez qu'on a un rapport 1 à 100 selon la technologie que vous allez utiliser pour télécharger, sachant que la fibre, sa conso dépend assez peu, en fait, de l'utilisation, alors que la 4G, c'est le cas. La 5G, ça va être un peu différent. Et derrière, vous avez des systèmes électriques très différents selon les pays. Du coup, juste tout ça pour vous dire, si on ne définit pas précisément les conditions de ces téléchargements et ensuite les conditions d'usage, le fichier que vous avez téléchargé, est-ce que vous l'utilisez qu'une fois ou est-ce qu'en fait, c'est un document que vous enregistrez sur votre disque dur et que vous allez réutiliser ensuite plein de fois, auquel cas, c'est extrêmement pertinent de télécharger et d'enregistrer chez vous et de ne pas aller le rechercher tous les jours ou toutes les semaines ou tous les mois sur le serveur où il est stocké ailleurs. Donc voilà, c'est une question qui permet d'illustrer très concrètement que parler de l'impact précis d'un service numérique, eh c'est loin d'être évident et souvent c'est impossible à faire si on ne détaille pas précisément le lieu, le moment et les conditions d'utilisation. Donc voilà, un peu une longue réponse pour dire c'est plus compliqué. Et sur vos lieux de travail respectifs, qu'est-ce que vous faites concrètement? Au designer éthique, Carl, par exemple? Alors, pardon. Nous, on n'a même pas de lieu de travail respectif puisqu'on fait tout en numérique. Ouais. Donc, du coup, on économise peut-être à ce niveau-là.
Mais effectivement, après, il y a toute la question de savoir comment est-ce que effectivement on peut réussir à avoir une empreinte. Alors, nous, on va pas forcément le penser d'ailleurs en termes d'empreinte carbone. C'est pas forcément notre objectif principal dans la réflexion sur les outils qu'on a. Nous, c'est plutôt de penser en fait une sorte de dégafamisation pour aussi se redonner un peu du pouvoir d'agir et d'être plus dans des formes de résilience. Et donc, du coup, ça veut dire comment est-ce qu'on arrive à ne pas être dépendant, notamment de Google, parce que, alors je ne sais pas si parmi vous, certains ont des associations, mais le problème des associations, c'est que Google offre tous ces services gratuits pour toutes les associations. Donc, c'est extrêmement addictif comme service. Et donc, pour réussir à ramener du sens et de la résilience dans ces systèmes techniques-là, ça sous-entend beaucoup d'efforts, mais ça permet justement de ramener aussi le côté très matériel du numérique. Voilà, par exemple, nous, on est passé récemment de YouTube à PeerTube, donc l'alternative libre développée par Framasoft. Ça sous-entend mettre en place un serveur, se poser des questions de disponibilité de son serveur, se poser aussi des questions de calibrage de son infrastructure. Est-ce qu'on a besoin de 2 gigas de bande passante? Est-ce qu'on a besoin de 4 gigas, de 8 gigas de bande passante? Ça, c'est des questions auxquelles on n'est on est absolument pas habitué à répondre dans nos quotidiens et qui doivent évidemment se reposer. Et on doit acquérir une culture du numérique sur ces enjeux-là pour justement mesurer cette matérialité du numérique. Alors, comment on fait... Oui, Eric? Pardon, juste pour donner un exemple concret sur cette question. Nous, par exemple, on ne renouvelle plus automatiquement le matériel, ce qui était le cas il y a quelques années, où les normes, c'était, voilà, un PC, il fonctionne bien 3 ans, au bout de 3 ans, on change. Ça, c'est terminé, on change quand le matériel ne fonctionne plus. Voilà. Et après, sur les parties plus soft, c'est surtout autour de l'envoi de mails avec des pièces jointes très lourdes à des dizaines de destinataires. Et ça, c'est des choses que chacun, pareil, peut mettre en œuvre. Utiliser plutôt des liens, parce que les destinataires, au final, vont pas tous en fait utiliser, télécharger. Donc voilà, plutôt mettre un lien et envoyer aux personnes effectivement concernées. Enfin, c'est un peu partie des bonnes pratiques qui commencent à être connues maintenant. Et de l'autre côté, nous, on a une grosse question qui se pose un petit peu dans la même veine, qui est sur comment est-ce qu'on essaye de communiquer de façon éco-responsable, notamment sur les médias sociaux, puisqu'on sait pertinemment que un post sur les médias sociaux sera beaucoup plus, suscitera beaucoup plus de réactions, d'engagement s'il possède des médias attachés, donc notamment s'il y a des images ou des vidéos ou ce genre de choses, ce qui évidemment démultiplie le poids de ce post-là. Et donc, comment repenser une communication à la fois efficace, mais aussi un peu plus économe. Ça, c'est vraiment un challenge auquel, pour l'instant, on n'a pas forcément beaucoup de réponses, mais qu'on essaie vraiment de creuser. Et une question, alors j'ai pas retenu le nom de la personne qui l'a posé, mais je trouve ça intéressant. Comment on se coordonne entre consommateurs, promoteurs de systèmes durables comme vous pour avancer, quoi. Au-delà des petits gestes individuels qu'on peut faire, comment se coordonner? Est-ce qu'il y a des Greenpeace de l'Internet qui permettent d'avancer, faire à la fois dans les pratiques des entreprises et des individus, et aussi au niveau du plaidoyer vis-à-vis pour la régulation du secteur? Personnellement, j'ai le sentiment qu'en fait, il y a quelques personnes, et je pense que Eric en fait partie, qui travaillent sur ces questions-là depuis longtemps, voire très longtemps, et qu'en fait, ces dernières années, là, c'est même peut-être ces derniers mois, on a vraiment vu une explosion du nombre d'acteurs, et nous, on en fait d'ailleurs partie, qui se sont saisis de ces enjeux-là. Et aujourd'hui, effectivement, c'est ça la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on arrive à recréer des formes peut-être alors pas d'unité, de discours commun, mais en tout cas des formes de synergie entre les différents acteurs qui se positionnent autour de ces questions-là. Et effectivement, ça c'est extrêmement compliqué. Et je pense que c'est d'autant plus compliqué qu'il y a des visions finalement très différentes, politiquement différentes, qui sont présentes au sein de la communauté, entre ceux qui vont avoir des visions très
low-tech, sobriété, résilience d'un côté, d'autres qui vont avoir des visions très éco-conception, green IT, performance des systèmes techniques de l'autre, ou alors des visions beaucoup plus tech for good, justement solutionnistes, versus de l'autre côté tous ceux qui vont être plutôt technocritiques. Et donc du coup, c'est extrêmement compliqué, ne serait-ce que d'avoir une vision politique globale cohérente de l'ensemble des acteurs sur ce sujet, je pense. Oui, oui. Moi, le point sur lequel j'essaie toujours d'insister, c'est sur la dimension systémique du sujet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un bouton qu'il nous faut trouver sur lequel il suffirait d'appuyer pour résoudre le problème. Et à travers le constat que je vous dressais au début, c'est ce que j'essaie de faire passer comme message, c'est ça se joue à différentes échelles et ça se joue avec différents. Karl en a cité plusieurs qui font partie des acteurs pionniers qui permettent de penser des alternatives, de montrer qu'on peut faire comme comme Eric, le son est pas très bon. Peut-être tu peux couper ta caméra un instant pour peut-être voir si ça marche mieux. Oui, c'est mieux là. Donc comme Fairphone, comme SolarTech Magazine et en fait, ce qu'il faut penser, donc, c'est les différentes échelles et les différents acteurs. Et Karl citait notamment l'association Halte à l'obsolescence programmée. Pareil, c'est des lieux qui permettent de créer du collectif, de porter des actions vers les institutions, vers la justice. Et c'est ce qu'il faut, à mon sens, c'est trouver comment créer des coalitions. Il y a un travail sur les visions qui est politique, qui est à faire. Il y a un travail sur l'institutionnalisation, la juridicisation de certains sujets. Et tout ça percole petit à petit aussi vers le champ politique, comme je disais tout à l'heure. Le débat qui a eu lieu il y a quelques mois sur la prolifération des écrans dans les toilettes de bars et restaurants, par exemple, est anecdotique, mais illustre ça. C'est-à-dire qu'à un moment, on commence à se dire il faut poser des limites. C'est la question fondamentale de la sobriété numérique. Dire mettre du numérique partout, tout le temps, pour tout, ça n'a pas de sens. Soit on fait du numérique un outil au service de certains projets de société ou de certains sujets techniques comme la transition écologique, soit on laisse proliférer, mais à ce moment-là, il ne faut pas attendre que ça résolve quoi que ce soit par hasard à nos problèmes. Donc voilà, c'est moi ce que je veux dire, ça se joue vraiment à plusieurs échelles avec différents acteurs. Les fabricants, en enjeu, c'est à quel moment on a des fabricants qui commencent à communiquer sur le smartphone qui contient 30, 40, 50%, 80% de matériaux recyclés, plutôt que le smartphone qui a 3 objectifs à la place d'un seul. Et tout ça, il faut que les consommateurs montrent qu'ils sont prêts à ça. Voilà, mais je veux vraiment éviter le discours c'est au consommateur, il peut changer. Non, le consommateur peut faire des choses, mais il faut qu'il s'organise. Des collectifs, des associations sont importants pour ça. Il y a le mouton numérique qui porte ces sujets-là aussi dans l'espace associatif, médiatique. Voilà, et des collectifs comme ceux de Karl qui le font. C'est important de créer et donner de la visibilité à ces espaces-là. Oui, parce que sinon, on est aussi beaucoup dans une situation où, mine de rien, enfin, nous, c'est ce qu'on constate régulièrement parce qu'on travaille beaucoup avec des entreprises, c'est aussi difficile de faire bouger les entreprises par la simple, par le simple intérêt qu'elles peuvent développer sur le sujet. Enfin, au sens où si on n'a pas des bâtons en plus des carottes, les entreprises elles vont souvent se contenter de faire les choses à minima ou de faire la partie visible du travail, mais tout le travail de profondeur, et souvent quand on parle notamment de Green IT et de repenser les services l'infrastructure d'une entreprise, c'est souvent un travail en profondeur qui est totalement invisible des personnes, des consommateurs. Et donc à ce niveau-là, il faut vraiment avoir aussi une poussée politique des citoyens et des politiques. Et c'est tout l'intérêt d'une grande partie des collectifs qu'on vient de citer que d'aller sur ces terrains-là, quoi. Alors, Véronique, David vous demande de donner les noms des associations citoyennes sur le sujet du numérique et de verser ça dans le chat. Une question de Marc Santoni, peut-on être citoyen à part entière si on n'a pas l'usage d'un smartphone? Fracture numérique égale fracture citoyenne. Il répond un peu à ce que tu disais au début, Eric. On peut
peut absolument plus se passer du numérique aujourd'hui. Le moindre billet de train, la moindre démarche administrative, ça passe maintenant par ça. Comment réduire cette fracture, mais sans en allant dans le sens de quelque chose d'écologiquement durable aussi, et pas simplement étendre un système qui est très impactant. Qui veut répondre là-dessus? Karl, tu veux y aller? Karl, tu veux pardon, moi j'ai pas trop écouté la question parce que j'étais en train de taper dans le chat du coup. Ouais. Ou Eric sur la... J'attaque, non. Ouais. C'est un sujet qui est pas évident. Après, c'est la question des services publics qui implique un recours au numérique. C'est un sujet social important. C'est peut-être moins un sujet environnemental, c'est-à-dire que c'est pas forcément des applications qui sont très gourmandes. La question, c'est est-ce qu'il faut équiper certains gens en terminaux, en outils? J'aurais tendance à dire, mais c'est pas forcément c'est à la limite de mon champ de compétences. J'aurais tendance à dire que la question, elle est plus de les aider à utiliser, les former, parce qu'aujourd'hui, on a globalement des terminaux qui ont connu des baisses de coûts considérables. On a un taux d'équipement qui est quand même assez élevé, même s'il y a des publics qui sont à la limite de situation de grande précarité et qui peuvent ne pas y avoir accès. Donc la question peut se poser. Donc je ne répondrai pas forcément de manière définitive, mais j'aurais tendance à dire que la question elle est plus dans l'accompagnement au quotidien et dans le vécu et le ressenti qu'on a. C'est-à-dire qu'à un moment, toutes les interactions, tous les contacts humains s'effacent, et pour des services publics, la question se pose d'autant plus par rapport à des services purement commerciaux. Donc c'est un sujet qui est pas simple. On a jusqu'à présent beaucoup parlé de l'empreinte écologique du numérique et des moyens de la réduire ou d'éliminer. Par contre, on n'a pas tellement parlé, ou pas du tout, de l'opportunité que représente le numérique pour la transition énergétique. Il nous reste à peu près une quinzaine de minutes. J'aimerais bien qu'on développe un peu cette partie du sujet, d'autant qu'une question vient d'arriver là de Marie-Noël Reboulet qui nous parle du compteur Linky. Est-ce que Linky peut aider l'utilisateur à mieux évaluer sa consommation numérique? On peut parler de Linky, mais on peut peut-être parler plus largement, effectivement, en quoi ces outils peuvent nous aider ou non à diviser maintenant par 6 notre empreinte carbone, puisque c'est ça qu'on doit faire d'ici 2050, en France en tout cas. Qui veut démarrer, Karl ou Eric? Ouais, je peux essayer. Ouais. Alors sur des questions très précises comme Linky, moi je vais pas forcément être l'expert absolu, mais je vais avoir plutôt un regard assez critique sur tout ce qui va être notamment un peu la tech for good à travers, si on veut reprendre des termes de la Startup Nation, où effectivement l'objectif est d'utiliser la technique pour diminuer pour faciliter la transition écologique, comme on dit. Nous, on a un point de vue plutôt technocritique dans notre association, donc on n'est pas forcément trop d'accord sur ça, notamment parce que c'est un peu le grand sujet, c'est la technologie, certes, elle permet d'optimiser l'efficacité de systèmes techniques, sauf que il y a le fameux effet rebond qui vient juste derrière, et qui fait que, certes, c'est plus optimisé, mais comme c'est plus optimisé, souvent ça coûte moins cher, et donc du coup c'est plus accessible, et donc plus de gens utilisent le système technique en question. Donc c'est tout simplement on pourrait prendre l'exemple justement d'Internet comme archétype de cet effet rebond, au sens où les premiers utilisateurs d'Internet avaient quand même, et du web notamment à partir des années 90, avaient quand même une nécessité de compétences techniques qui était extrêmement forte pour pouvoir utiliser à la fois les terminaux mais aussi les réseaux. Et à partir du moment où on introduit des simplifications, des optimisations
l'optimisation du système technique, bah, ça va se démocratiser comme usage et ça va devenir de plus en plus facile, mais ça va aussi produire de plus en plus de consommation. Donc certes, il y a probablement des domaines dans lesquels cette optimisation technique elle est pertinente. J'avoue, sur la question des linkies, je suis pas du tout compétent pour en parler, mais j'ai plutôt l'impression que c'est relativement le cas parce qu'on n'est pas sur on cible pas des utilisateurs finaux, on n'est pas sur si c'est installé chez des utilisateurs finaux, mais l'objectif c'est pas que les utilisateurs finaux utilisent ce système-là directement eux. Mais dès qu'on va parler d'optimisation des systèmes techniques pour des utilisateurs finaux, bah finalement on va vite avoir un effet rebond qui va être assez flagrant et qui fait que finalement le système technique est certes individuellement plus économe, mais dans sa globalité, il va être beaucoup plus énergivore. Et je pense que c'est un peu la question qui se pose aujourd'hui, notamment sur la 5G. C'est-à-dire que l'antenne individuelle est plus économe, mais le réseau global est plus énergivore. Merci beaucoup, Karl. Eric, peut-être on peut prendre peut-être pas aborder le sujet de façon générale, mais à partir de la question des smart grids. Bon, déjà, cette petite question technique, est-ce que Linky peut aider l'utilisateur à mieux évaluer sa consommation liée au numérique? Donc ça, c'est une question très précise. Et sinon, est-ce que Linky, c'est assez associé au réseau dit intelligent? Est-ce que ça permet de réduire significativement notre empreinte carbone à partir du cas peut-être français ou européen? Je ne sais pas à quel niveau tu veux raisonner. Alors, ce que tu disais tout à l'heure me semble extrêmement important à avoir en tête au début. Ce qu'il s'agit de faire en 30 ans, c'est diviser par 6 nos émissions de gaz à effet de serre. Ça peut sembler un peu éloigné, du coup, moi, j'aime bien rappeler le point intermédiaire qui est 2030. Le rapport du GIEC qui traduit l'accord de Paris en termes concrets, c'est divisé par 2. Et vu que la France, on est parmi quand même les pays les plus émetteurs par habitant et avec une responsabilité historique plus forte, on peut considérer que c'est vraiment le minimum. Donc, en 10 ans, il faut diviser par 2 l'émission de gaz à effet de serre. Pourquoi ça me semble important? Parce que une fois qu'on a ça en tête, on voit que la question, c'est pas d'optimiser le système. La question, c'est de le transformer. C'est comment on transforme nos systèmes productifs et nos modes de consommation pour, en gros, atteindre la neutralité carbone. La division par 6 que tu évoquais, c'est ça. C'est ne pas émettre plus de gaz à effet de serre que ce que les écosystèmes sont capables d'absorber. L'océan, les forêts, les sols. Ça me semble extrêmement important parce que ça permet d'avoir une idée de l'ordre de grandeur de l'enjeu auquel on doit faire face. L'enjeu écologique, c'est pas que celui-là, mais celui-là, l'enjeu climatique, on sait le poser avec des ordres de grandeur et des temporalités. Et ça aide quand même à poser le débat, à mon sens. Donc, sur la question de Linky, très concrètement, moi, ça fait partie de la première brique que j'appelle dans mes propositions « rendre visible l'invisible ». Dans rendre visible l'invisible, il y a un premier sujet qui est, vous l'aurez compris, donner une information claire aux utilisateurs finaux de l'impact de leur smartphone, de l'impact de leur usage, leur heure de vidéo, etc. Donc ça, c'est un travail des acteurs du numérique. Après, il y a ce que j'appelle la réflexivité que nous donne le numérique. Et ça, c'est vraiment l'autre côté de la pièce. C'est qu'est-ce que le numérique nous permet de faire et nous permet de voir. En fait, il nous permet de prendre conscience de ce qu'on fait collectivement. Les 2 exemples intéressants, et je vais revenir après et développer sur Linky. Un exemple intéressant, je trouve, c'est la politique cyclable à Paris. En fait, avec les compteurs qui ont été installés à côté des pistes, on a accès au nombre de vélos qui passent tous les jours sur les axes. Et ce qu'on voit, c'est qu'à vélo, collectivement, ce qui se passe à Paris, fait qu'on a plus de vélos en surface que de voitures aujourd'hui. La voiture est minoritaire sur ces axes-là. Et ça, pour changer nos imaginaires, c'est considérable. C'est-à-dire qu'on passe du monde où le vélo est le petit truc auquel on laisse une place, au vélo qui devient le mode de transport structurant l'espace public et qui, du coup, est plus légitime que la voiture. Pourquoi on va laisser plus de place à la voiture alors qu'il y a moins de gens en voiture, que ces gens-là, ils prennent 10 mètres carrés, qui polluent l'atmosphère, qui émettent des gaz à effet de serre? Évidemment, pour plein de choses, on a besoin d'avoir des voitures, mais c'est juste un moment que cette réflexibilité, cette information à laquelle on a accès, et Paris publie tout ça sur des plateformes, les données de passage de vélos sur les axes, vous les avez en open access sur
des sites de la mairie de Paris. Ça, c'est extrêmement intéressant pour comprendre ce qu'on fait collectivement. Jusque-là, on avait des enquêtes mobilité faites une fois tous les 10 ans. Et en gros, on ne savait rien de ce qui se passait, comment les gens changeaient leurs pratiques, comment une piste cyclable reconfigurait l'espace et les pratiques des gens. Et Linky, c'est un peu la même chose. Linky, selon moi, ça peut être un outil qui nous permet de mieux comprendre comment, en fait, le réseau électrique, c'est le résultat d'un système productif, de centrales, aujourd'hui très centralisé, mais qui se diversifie de plus en plus. On va passer une grosse cinquantaine de réacteurs nucléaires à des milliers de points d'injection sur le réseau, des dizaines de milliers, que sont les éoliennes, des centaines de milliers, que sont, voire millions, que sont les panneaux solaires. Donc ça, c'est le système productif. Et de l'autre côté, c'est des millions de consommateurs. Et l'image globale de cette consommation, jusque-là, on n'avait que quelque chose de très agrégé. Ce que Linky nous permet de faire, c'est de décentraliser cette information et nous dire, regardez, si vous changez ça tout seul, dans votre quartier, à une échelle plus large, voilà ce que ça peut produire sur le réseau. Si vous êtes informé qu'à tel moment, il y a un anticyclone qui arrive, donc beaucoup de soleil, donc vous pouvez lancer certaines applications, vous pouvez recharger votre voiture électrique, vous pouvez lancer votre chauffe-eau solaire, votre chauffe-eau électrique qui va fonctionner du coup avec du solaire. Même chose quand vous êtes informé qu'il y a un épisode venteux qui arrive. Donc ça va nous permettre d'avoir une meilleure information de ce qui se passe sur le réseau. Et en ça, je trouve que c'est des bons exemples d'utilisation intéressant et intelligent du numérique. Néanmoins, comme l'a dit Karl précédemment, et comme l'enjeu écologique rappelé précédemment, il ne s'agit pas juste de bricoler un peu plus de ci ou de ça. Il faut les penser, ces dispositifs techniques-là, dans des transformations structurelles des systèmes productifs et de nos modes de vie. Mais si on les pense comme tels, à mon avis, on voit des exemples où le numérique peut être utilisé à bon escient, notamment dans cette première brique. Après, il y a plein d'autres choses à faire, mais cette première brique sur rendre visible l'invisible, où le numérique peut être extrêmement précieux, il me semble. Je suis un peu désolé de te couper, Eric, mais pour moi, Linky, ça rend pas visible l'invisible, mais ça maintient les choses dans l'invisibilité. Enfin, on m'a installé chez moi un compteur Linky qui me dit, mais personne ne vient me dire à telle heure, ce serait bien que tu arrêtes ton chauffage parce qu'il y a beaucoup de consommation d'électricité et on émet beaucoup de CO2, ou tu pourrais faire tourner ta machine à laver un peu plus tôt, comme ça permet de compenser la variation d'une éolienne. Linky me dit pas ça. Linky se contente de mesurer ma consommation et d'éviter de payer quelqu'un pour venir relever mon compteur. Alors, Linky pourrait permettre ça. J'ai peut-être pas été suffisamment clair. Mais voilà, j'ai peut-être pas été suffisamment clair entre l'exemple que je prenais sur le vélo, c'est ce que aujourd'hui on fait à Paris, par exemple. Linky, effectivement, tel qu'il est déployé aujourd'hui, c'est juste une brique technique qu'on vient remplacer et plugger sur le système pour éviter des relèves. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a accès potentiellement avec cette brique technique-là à des possibilités d'accès à l'information nettement plus grandes que ce qu'on avait avant. Qu'on ne les utilise pas, c'est un fait. Donc la question, c'est comment on fait pour avoir des fournisseurs qui donnent cette information-là qui est déficiente comme tu le disais aujourd'hui. Disons qu'il y a une potentialité intéressante. Elle est très largement sous-exploitée. Et en tout cas, ce n'est pas Linky qui va nous faire diviser par 6 les émissions de gaz à effet de serre. On est bien d'accord. Je crois que Karl est aussi d'accord avec ça. Oui, complètement, oui. Non, mais c'est pour ça que tout l'enjeu, enfin, toutes les solutions techniques qui sont apportées par le vaste domaine de la tech for good paraissent souvent effectivement être des bonnes idées à la marge, mais là encore, c'est effectivement pas ça qui va nous permettre de diviser par 6 notre consommation et nos émissions. Et donc du coup, il s'agit probablement plus de voir comment est-ce qu'on peut réduire nos usages, notamment du numérique, à travers des trucs peut-être tout bêtes, mais de dire que on parlait tout à l'heure des services numériques et de la vidéo, peut-être qu'en fait un service comme YouTube ne devrait pas avoir le droit de diffuser des vidéos
en plus de 1080p, ou alors d'afficher par défaut des vidéos en 300, alors c'est combien? C'est 360, je crois, oui, 360p. Et donc du coup, ça voudrait dire que comme ça, on aurait des services techniques qui seraient un petit peu moins consommateurs. Mais je pense que c'est plutôt aujourd'hui, le débat il se situe plutôt sur comment est-ce qu'il faut forcer une réduction de l'impact du numérique, enfin des usages du numérique qu'on a déjà actuellement, plutôt que de savoir quel nouveau usage on pourrait créer qui nous permettrait d'avoir justement de réduire notre impact global mondial, quoi. Bien, écoutez, je crois qu'il est l'heure sonne. Je crois qu'on a atteint notre 1h15 de temps de discussion. Moi, je tenais à remercier vous, Eric et Karl, donc de tout ce que vous nous avez apporté à la fois sur l'impact, les pistes pour le gérer, pour le gérer, pour le réduire, et puis toute cette réflexion sur la tech, ce qu'elle peut, ce qu'elle ne peut pas, et les fantasmes à dégonfler autour de ça, et en même temps ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Merci aussi à tous vous tous, tous les participants, dont les questions extrêmement pertinentes ont permis de nourrir ce débat. Je regrette de ne pas avoir pu toutes les reprendre faute de temps. Voilà, mais écoutez, à suivre, et encore merci beaucoup, et à bientôt sur les JEA ou dans Alter-Eco. Merci Antoine. Merci à vous. Karl. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Merci, bonne journée.